messieurs, bonjour et bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Le 1er août 1960, le Bénin, Dahomey d'alors, accédait à son indépendance. De 1960 à 2002, où nous célébrons le 62e anniversaire de la cession de notre pays à l'indépendance, nous avons connu une succession de plusieurs politiques de développement. Dès l'an 2000, le pays s'est doté d'une vision prospective Bénin 2025 à l'AFIA, qui a prévu 3 temps forts dans sa politique de renforcement, j'allais dire, à savoir renforcement des bases institutionnelles et économiques de 2000 à 2010, croissance économique au service du développement de 2011 à 2020 et la restauration des valeurs sociales et reconquête de l'environnement extérieur de 2021 à 2025. Et ces choix n'ont pas été malheureusement respectés et c'est dans ce contexte que le gouvernement de Patrice Talon a affiché sa volonté de faire des réformes audacieuses pour relancer de manière durable le développement économique et social du pays en adoptant l'élaboration du plan national de développement 2018-2025 pour opérationnaliser Bénin 2025 à l'AFIA. Les objectifs de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. 62 ans d'indépendance, que faire donc pour le développement du Bénin? À travers ce thème, nos invités en plateau se prononceront sur des questions liées au développement du Bénin. Nous parlerons culture, des questions économiques, de l'agriculture, des questions sociales et politiques. J'en passe. Comme Claude Azalou Tigbe, bonjour. Bonjour Maureen, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes agronome, socio-anthropologue, biotechnologiste et chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités. À ma droite sur ce plateau, vous avez l'honorable Bani Léon Biobigou. Bonjour, professeur. Bonjour, chers frères et amis. Merci de nous avoir invités pour échanger justement sur des questions de fond concernant notre pays. Et nous remercions les téléspectateurs, n'est-ce pas, qui sont là pour nous écouter. Vous êtes professeur titulaire de géographie humaine des universités CAMES, ancien secrétaire général de l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes à la retraite depuis octobre 2020, grand croix de l'Ordre national du Bénin. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir. Alors merci à vous téléspectateurs d'avoir pris ce rendez-vous donné par Eden TV et Diaspora FM. Nous parlons de l'indépendance et du développement du Bénin, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je m'en voudrais de ne pas vous demander en quelques minutes, cher professeur, un bref résumé du contexte de la cession du Bénin à son indépendance. Oui, mais je vous remercie. Je vais être vraiment très très bref. Vous savez, on parle le 1er août 1960, mais pour bien comprendre, le 1er août 1960, il faut remonter au moins 15 ans avant, donc remonter à l'année 1945, qui correspond, n'est-ce pas, en Europe, à la Seconde Guerre mondiale. Et la France qui nous a colonisés avait bel et bien besoin, n'est-ce pas, de ces colonies pour le soutien aussi bien sur le plan des militaires, ceux qui vont combattre, sur le plan des ressources alimentaires. Dans beaucoup de domaines, ils avaient besoin, n'est-ce pas, de cela. Et c'est ainsi que, par rapport à cette préoccupation de la France, et dans les colonies, on dit, mais de toute façon, une fois que la guerre sera terminée, une seule condition, à savoir l'indépendance. Mais la France n'avait pas autre chose à faire, parce qu'elle était en face de ses adversaires, ses ennemis. Et surtout qu'au niveau de la Première Guerre mondiale, déjà, les Africains qui ont eu à prendre part à cette Première Guerre mondiale, ils ont vu aussi que les Blancs qu'ils considéraient comme des invincibles, ils mouraient aussi comme les Noirs. Donc désormais, on peut s'attaquer justement aux Blancs et aussi et les vaincre. Et voilà pourquoi ça s'est renforcé en 1945 pour poser comme condition l'indépendance. Et comme la guerre est terminée en faveur, n'est-ce pas, de la France, bon, de l'équipe à laquelle appartient la France ne pourrait rien d'autre que de promettre l'indépendance. D'où l'évolution du statut de la colonie de Dahomey
avec n'est-ce pas, d'un siège à l'Assemblée nationale française. Et comme l'Allemagne a perdu la guerre, et la partie allemande qui contenait bien sûr le Togo, on l'a annexé au Dahomey. Voilà pourquoi Apiti était le député à la fois du Dahomey et du Togo. Et c'est ça qui nous a permis justement d'apprendre l'indépendance, octroyée, négociée le 1er août 1960. Octroyé, négocié le 1er août 1960, Claude Azalo Tingbe, nous n'étions pas encore nés, mais vous avez su que c'est le premier président, qui a prononcé le discours de l'indépendance, le président Hubert Maga. Vous le savez, vous avez quelque chose à compléter? Oui, bien sûr. D'abord, je remercie le professeur. C'est un grand plaisir. Non, merci. Merci. Mon professeur que je respecte et que j'aime beaucoup. Déjà en 1958, la France avait amené le général de Gaulle parce qu'il y avait assez de difficultés. Et donc, le président Maga, suite à une élection en décembre, je pense, a pris le pouvoir en 90 et qui a prononcé le discours. Mais il faut dire que concrètement, il n'y avait pas de programme d'action clair. Ils n'avaient pas de programme d'action clair et ça a fait que les 10 années qui ont suivi, de 1960 à 1970, vous savez ce qui s'est passé. Nous avons connu 5 coups d'État et 31 tentatives de coups d'État. Et ça a fait que le développement ne pouvait pas pousser dans cette période. Mais quand même, nous étions fiers en réalité de remplacer le colon. Nous étions fiers d'être d'abord nous-mêmes. C'était l'enjeu de la souveraineté, c'était l'enjeu de former un État-nation. Et à partir quand même de ce 1960, tout a commencé. Même si après, il y a eu 2 autres grandes périodes. Il y a eu l'arrivée du général Mathieu Crékou en 1972 qui avait sonné la révolution. Avec au moins l'arrivée du général Crékou, on a eu quand même une idée un peu plus claire de gouvernance. Merci pour ces précisions. Professeur Léon, dites-nous, professeur Bigou, est-ce que c'est l'absence du plan national de développement, comme le disait Claude Azalo Tingbe, qui a fait aujourd'hui qu'on n'a pas véritablement décollé? Est-ce que vous êtes de cet avis? Je vous remercie. Je suis de cet avis, mais il y a un élément politique. L'élément politique, c'est ce qu'on appelle les non-dits de l'histoire politique de notre pays. Mais en réalité, c'est Apiti qui était le premier député. C'était qui était lui le vice-gouverneur dans notre pays. Donc, au niveau du Dahomey de la colonie, c'était lui, logiquement, président. Et au niveau de son gouvernement, les 2 autres étaient la Maga, Oumadegbe et tout. Comment se fait-il que ce n'est pas Apiti qui a été le premier président de la République du Dahomey? C'est cela l'élément important. Et l'instabilité chronique dont il a parlé, à savoir après les 3 ans de 1960 à 1963, le premier coup d'État en octobre 1963, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre l'instabilité chronique qu'on a connue. Parce que, logiquement, c'était Apiti qui devait être le premier président de la République. Et pourquoi il ne l'était pas? Pourquoi il n'a pas été le président de la République? Exactement. C'est à cause des problèmes entre les deux, Apiti et Ahoumadegbe. Ahoumadegbe était très bien implanté dans le réseau de Porto Novo, bien connu pour les élections. Elle a été élue là-bas, mais il n'a pas siégé tout simplement parce que les gens disent il n'est pas bon, il est fond, il n'a qu'à aller chez lui justement à Abomey. Voilà les problèmes de fond. Et c'est justement ça qui a donné la chance, n'est-ce pas? Comme ils sont 3. Parce que les 3 têtes sont nées, on sait comment c'est né. Puis déjà, pour la première élection de Apiti comme député, et Maga était directeur d'école à Nadi-Tengou. Donc c'est Maga qui était le directeur de campagne d'Apiti à Nadi-Tengou. Il glorifiait son candidat en faisant dérouler les pailles des femmes à Nadi-Tengou pour glorifier son candidat. Et une fois qu'elle a été comme premier député et tout, et vous comprenez qu'il y a ce lien-là entre Apiti et... Or, de leur côté, ils ont renvoyé, bon, excusez-moi le terme, renvoyé Ahoumadegbe vers celui qui n'est pas bon. Voilà ce qui a fait que quand Ahoumadegbe est à droite, Apiti est à gauche et vice-versa. Alors, comme aucun des 3 n'était suffisamment fort
pour dominer, n'est-ce pas, l'électorat national, alors vous comprenez que il fallait une alliance de 2 contre 1. C'est ce qui s'est passé, l'entente entre Ahomadegbe et Maga contre Apiti. C'est ça qui a fait que Apiti n'a pas... Puisque, comme c'est une indépendance, il avait parlé de 1958, là. Comme c'est pas, il n'a pas eu de guerre d'indépendance, c'est une négociation. Alors, De Gaulle a dit, mais vous êtes 3 là, entendez-vous pour désigner un qui viendra, justement. Et finalement, les 3 se sont retrouvés à Porto-Novo. Il faudrait que les gens le sachent. Ils se sont retrouvés et pour dire, bon, parmi les 3, c'est qui? Maga dit, moi, parmi vous 2 là, je suis neutre en quelque sorte. Voilà, je ne suis pas le plus fort. Ouais. Mais entendez-vous, que ce soit vous, à Piti, moi je n'ai aucun problème, surtout que l'État est dans son gouvernement. L'autre, que ce soit au Mandegbe, lui n'a aucun problème. Voilà que les 2 ne veulent pas s'attendre. Maga, lui, s'en va chez lui à Parakou. Mais lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il appelle? Eh bien, c'est au Mandegbe qu'il appelle. Il appelle et dit, bon, il ne faut pas laisser l'homme de Porto-Novo la prendre. Et dit, non, moi, de toute façon, je ne suis pas intéressé. Apiti ne sachant pas qu'Aoumadegbe avait appelé Maga, il appelle, il dit, mais il ne faut pas laisser l'homme d'Abomey la prendre. Et c'est la même réponse. Aoumadegbe revient à la charge, il appelle, vous faites Boyi, pour dire, voici ce que je suis en train de proposer à Maga, et il refuse. Il n'a qu'à faire pression sur Maga pour qu'il accepte. C'est avec l'intervention de Boyi que Maga a accepté. Et c'est ainsi qu'ils sont partis. Voilà pourquoi, avec son titre de Premier ministre, est-ce qu'il va se sentir en sécurité sur le territoire de Apiti où il vient de le remplacer? Et voilà comment il a quitté Porto-Novo pour venir s'installer là, ce qu'on appelle le Petit Palais. Voilà pourquoi, l'une des raisons lesquelles Porto-Novo est capitale du Dahomey du Bénin et qui n'avait pas les attributs d'une capitale. Et finalement, quand Apiti a vu que ça, là, cette entente entre les 2 là, ça crée un problème, alors il a réussi à attirer Maga de son côté pour qu'il prenne l'indépendance. Ils ont mis Aoumadegbe de ce côté. Et c'est sur cette base-là, pour les 3 ans, vous avez vu, il y a Maga et Apiti. Et après 3 ans, mais les 2 maintenant, c'est ne s'était jamais passé. J'ai dit, mais on va laisser l'homme du Nord là continuer par nous diriger. L'entente de Apiti et Aoumadegbe, c'est ça qui est à la base du coup d'État, du premier coup d'État d'octobre 1963. Professeur, et maintenant, je pense, vous avez écrit un livre d'ailleurs à propos de toute cette histoire que vous venez de nous raconter. Ceux qui sont intéressés, on va en parler un peu à la fin de l'émission pour que vous puissiez donner les références pour ceux qui sont intéressés. Tout à fait. Et dites-nous maintenant, revenons au plan de développement. Maintenant, au plan de développement. D'abord, donc, vous avez compris, dans cette instabilité-là, quel type de développement vous voudrez faire? Les gens ne peuvent pas s'asseoir. Qui sont ceux qui vont s'asseoir pour parler, n'est-ce pas, d'une vision par rapport au pays. C'est question de fond. Lorsque ceux qui sont là prennent des positions, immédiatement sont combattus par ceux qui sont contre. Voilà. Et au fur et à mesure, c'est ce qui a fait que nous connaissons cette instabilité. C'est ça qui est à la base de ce que vous avez dit, le coup d'État militaire là, en 72. Et pour mettre fin. On en est à 72. Et c'est comme ça qu'au moins 18 ans, et avec le GMR, on a connu un gouvernement militaire révolutionnaire, PB et tout ça, jusqu'en 1989, quand encore on a connu ce problème-là, on a failli encore la catastrophe, quand ça a été une conférence nationale. Pour dire, asseyons-nous, regardons-nous en face, et comme ça, on en est arrivé pour arrêter. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu une trentaine d'années de paix, et ainsi de suite. De retard, on peut le dire. Et ça fait 32 ans maintenant par rapport à ça. 30 ans, voilà comment les 62 ans sont répartis. Instabilité chronique au début et une certaine stabilité par rapport, n'est-ce pas, au pays. Alors, je me retourne vers vous à présent, Claude Azalou Tingbe, et dites-nous, quels sont alors les leviers sur lesquels il va falloir donc actionner
pour pouvoir réellement décoller en ce qui concerne leur développement au Bénin? Merci beaucoup de cette question très importante. Je pense que la première des choses qu'il faut considérer, c'est la question culturelle. Et j'irai directement sur la question de la langue. En fait, beaucoup ne comprennent pas l'importance de la langue dans le développement. Quand on voit les pays qui sont archi-développés, hyper-développés, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit les autres puissances, ce sont des pays qui travaillent dans leur langue, qui enseignent dans leur langue. Ce sont des pays dont leur langue est le véhicule en fait du savoir. Et donc, même quand on considère aujourd'hui le Nigeria, qui est une très grande puissance économique ici en Afrique, on remarque que les pays anglophones se sont beaucoup plus concentrés en réalité sur leur culture. Donc, je sais, par exemple, quand le gouvernement révolutionnaire était venu en 1972, le président Kérékou, paix à son âme, avait travaillé dans ce sens. Et il avait tout fait pour que les enfants avant l'école primaire aient au moins une certaine base d'apprentissage en langue maternelle. Parce qu'il faut le dire, la langue maternelle, c'est la langue qui permet en réalité le développement intellectuel d'un humain. Et quand l'humain veut parler pour la première fois, c'est dans sa langue maternelle. C'est sa langue maternelle qui lui permet de verbaliser en fait sa pensée. Donc, il y a le président Kérékou qui avait fait ce travail dans la période 72 à 89. Avec maintenant le renouveau démocratique, il faut dire que le système éducatif a été beaucoup plus axé sur l'excellence dans l'éducation. Donc, d'une certaine manière, la question de langue a été un peu mise de côté. Mais après, avec le gouvernement de Yahi Boni, je pense dans les années 2013-2014, il y a eu un effort de réinsertion de ces langues, notamment 6, dont le fond, le Yoruba, et Adja, je pense aussi. Voilà. Merci, professeur. Donc, il y a eu cet effort en 2013-2014 qui n'a pas longtemps duré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons véritablement réinsérer nos langues maternelles dans le système éducatif. Ça va nous permettre en réalité de mieux nous développer. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles certains se déscolarisent. Parce que quand on parle vraiment dans notre langue, on arrive à mieux comprendre les cours. Si on enseignait les mathématiques, par exemple, dedans, on arriverait à mieux comprendre. On arriverait à susciter plus d'intérêt, plus de créativité dans, en fait, ces secteurs. Et l'important pour amorcer vraiment le développement, c'est de venir à un niveau où on enseigne ces matières-là dans nos langues maternelles, de manière à ce que la langue maternelle devient en fait un véhicule. Ça se voit un peu à l'université où on enseigne les cours en français et en anglais, par exemple. On fait le PowerPoint en anglais et on explique en français, ou on fait l'opposé. Donc on peut déjà, à partir du primaire, faire le même système pour le fond. Enfin, pas pour le fond, moi je le dis parce que je suis fond, mais pour les langues maternelles. On peut faire le même système, enseigner à la fois le français. Il ne suffira pas... Non, en fait, il ne s'agira pas de boycotter le français, pas du tout, parce qu'on en a besoin dans nos partenariats. Donc, il faut enseigner et le français et, en fait, nos langues maternelles pour que la créativité, l'innovation et l'intérêt pour la chose du développement, pour la chose de la recherche scientifique, soit beaucoup plus amorcé au niveau de nos sociétés. Professeur, il me semble que vous êtes d'accord avec Claude Azalouti, mais... Non seulement je suis d'accord, mais je vais renforcer ce qu'il a dit. En quoi les langues participent-elles au développement? Je vais en arriver là, non? On est là pour ça. Quand on parle de la culture, ce n'est pas du folklore. Quand on parle de la culture en parlant des hommes, des sociétés, c'est au sens figuré. Le sens propre du mot culture, la substance du mot colérer, ça veut dire cultiver un espace naturel, transformer un espace naturel à son goût. C'est ça la culture. C'est quand on applique ça aux êtres humains, c'est au sens figuré. Alors, pourquoi? Lorsqu'on parle de développement, vous ne pouvez pas parler du développement sans une vision, sans une conception. Parce que c'est le développement, qu'est-ce que c'est? C'est l'amélioration progressive des conditions de vie des citoyens, point. Mais est-ce que vous connaissez les limites des besoins d'un individu? Non. Les besoins n'ont pas de limites. Est-ce que ce qu'il faut pour satisfaire ces besoins-là sont illimités? Non. Les besoins sont illimités face aux ressources limitées. D'où justement la question de politique. Comment faire pour progressivement satisfaire ce qui est illimité avec ce qui est limité? Et c'est en cela que
la culture est à la base du développement. Et quand on parle de culture, l'expression de la culture, c'est quoi? C'est la langue. C'est la base même de la culture. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture. Vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. C'est ce que les Européens qui nous ont colonisés, surtout la France, c'est ce qu'elle a compris pour que, en venant, les premiers actes qu'ils ont posés, c'est de tuer notre culture à travers la langue. Voilà pourquoi on donnait des signaux pour empêcher aux enfants de parler leur langue. Parce que c'est la base là. Vous tenez quelqu'un par sa langue, vous le tenez par sa culture, alors vous le tenez partout. Et c'est notre problème de fond, ça. Et c'est en cela, quand on dit qu'on est indépendant là, c'est de prendre connaissance de tout ça pour dire, cette fois-ci, si on est indépendant, qu'est-ce que nous voulons être par nous-mêmes? Et comment nous voulons le faire? D'où l'élément sur les langues nationales. Vous avez vu, tous les régimes qui sont passés là, hein, ils abordent, tantôt c'est une direction, tantôt c'est pas un service, après on a créé un ministère, brutalement on ne sait même pas ce qui s'est passé. Personnellement, nous avons fait un travail sur l'ensemble du territoire national pour collecter tout ce qu'il y a comme documentation. C'est là, brutalement, quand Béonville était ministre de l'alphabétisation, je faisais partie de ceux qui l'ont sollicité pour l'aider à faire ce travail. On a parcouru l'ensemble du territoire national pour toutes les langues, qu'est-ce qui est écrit, à quel niveau les gens sont, ainsi de suite. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Si par rapport au développement, on ne peut pas parler de développement sans une vision. Et la vision doit être supportée, n'est-ce pas, par une langue, parce que nous avons nos besoins, nous avons notre vision. C'est la vision que l'Occident nous a imposée. C'est ça qu'on prend comme modèle. Non, chaque peuple doit avoir son modèle de développement. Si vous êtes unanime sur la question, oui, alors que faut-il faire? Devons-nous alors ramener obligatoirement nos langues dans le système éducatif? Oui, tout à fait. Il faut les ramener nécessairement. Il faut faire de manière à ce que chaque peuple se reconnaisse dans une langue, dans le système éducatif. C'est primordial. Il faudrait cette volonté politique-là aujourd'hui pour vraiment amorcer le véritable chemin du développement. C'est d'abord ça. Et tous les autres pays qui sont développés nous donnent cet exemple. Même aux États-Unis, l'anglais qui est enseigné n'est pas l'anglais britannique, c'est l'anglais américain. Ils ont tout fait pour conserver leur langue à eux. En France, c'est le français, etc. Donc, il faut faire ce retour-là. Et toujours sur le plan culturel, à part la langue, je veux aussi parler du retour des valeurs. Il faudrait que dans le système éducatif, qu'il y ait par exemple un cours comme culture, où on faisait par exemple morale civile, ça c'est autre chose. Oui, mais qu'il y ait un cours comme culture pour qu'on tente une certaine reculturation. Parce qu'avant, dans nos traditions dahoméennes, il n'y avait pas de vol. Avant, tu ne pouvais même pas... En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, dépravation de mœurs par-ci, détournement de biens publics par-là, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Mais on a perdu ces valeurs. Morale. On a perdu ces valeurs. Nos modèles normatifs se sont transformés. Et nous ne nous reconnaissons plus. Donc, il faudrait, soit dans le système éducatif, étant donné déjà que le gouvernement actuel, que je remercie déjà au passage, œuvre vraiment pour que le système éducatif soit revu. C'est l'occasion pour qu'il pense aussi à mettre un cours comme la culture, pour qu'on nous apprenne les marques de politesse, nos valeurs, pour qu'on nous apprenne tout ce que nous avions de respectable, d'important dans la société. Parce que si on le fait vraiment, vous allez voir que les problèmes qu'on a, vol par-ci, détournement par là, problème sociétal par ici, même l'institution qu'est la famille, aujourd'hui est banalisée. Vous parlez de rupture identitaire. Oui, je parlais de rupture identitaire. On s'est perdu. Il faut avoir le courage de le dire. Nous avons eu une acculturation forcée. Quand la colonisation était venue, bon, on n'avait pas le choix et tout, mais déjà depuis 1960, nous avons eu quand même des élites qui sont venues au pouvoir. Absolument. Et donc, en principe, on doit revenir à cette identité qui nous caractérise. Si on ne le fait pas, on va beau faire des discours, on va beau faire des actions, penser qu'on est en train de faire du développement, mais il y aura ce soubassement qui va toujours manquer. C'est pour ça que j'ai souhaité, et je remercie aussi le professeur qui est allé également dans ce sens, qu'on commence sur cette question de culture, cette question de langue, que beaucoup en fait ne perçoivent pas. Enfin, les gens ils banalisent un peu. Voilà, ils banalisent, les gens ne voient pas l'importance de ça, en réalité, dans le décollage, dans le développement. C'est comme si vous considérez cet aspect comme le socle du décollage. Et c'est ça, c'est vraiment le socle, c'est véritablement le socle.
Et donc, il faudrait qu'on revienne soit dans nos systèmes éducatifs à un cours comme la culture, ou bien qu'on fasse l'effort à travers les médias, à travers beaucoup d'autres moyens, pour qu'on nous enseigne encore nos cultures. Nos feuilletons, nos cinémas, nos films qu'on doit suivre doivent nous refléter. En principe, les chansons qu'on suit doivent en général et en majorité nous ressembler. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau, je pense qu'on serait en train de s'occidentaliser, pensant qu'on est en train de faire du développement, parce que le vrai développement, comme l'a dit mon très cher professeur, c'est la recherche permanente du bien-être dans les domaines comme le domaine social, politique, numérique, agricole, environnemental, etc. Puisque vous évoquez le domaine agricole, professeur, l'agriculture, quel sera son rôle pour le développement du Je voudrais en arriver d'abord à ça, c'est très important pour encore renforcer ce qu'il a dit. Mais écoutez, vous voyez, lorsque les gens là sont arrivés, pourquoi ils ont senti cette nécessité-là de tuer nos langues? Donc, si on est indépendant vraiment, c'est là, nous devions la tête froide pour dire par rapport à ce qu'on nous a fait subir, est-ce qu'il y a des éléments positifs sur lesquels on peut baser pour avancer? Et quels sont les éléments négatifs qui vraiment nous retardent? Je dis bien nous retardent et qu'il faut laisser de côté. Voilà pourquoi, par rapport à la question que vous avez posée, c'est notre système éducatif qu'il faut revoir de fond en comble, de la maternelle au supérieur. C'est lorsque nous parlons le français, plus que le français lui-même, qu'on pense qu'on est quelqu'un dans la société. Plus on est diplômé dans la culture de l'autre, on pense qu'on est quelque chose, alors qu'en réalité, on devient des facteurs de destruction. Combien de familles aujourd'hui, de hauts cadres, font bâtonnons ou quoi, qui maîtrisent très bien le français et tout, et aucun de leurs enfants ne parle le français. Les enfants là sont quoi? Ce sont que des français noirs. Qu'est-ce qu'ils savent de la morale, de l'éthique et tout? Parce que la culture, c'est un tout. L'enfant est moulé dans quoi? Lorsqu'on dit, on dit les enfants sont impossibles, moi j'avais toute ma carrière dans l'éducation, j'ai dit il n'y a pas d'enfants impossibles, il y a des parents incapables. C'est ma position ça, vous comprenez? Et c'est en cela que ce que vous dites là, par rapport à nos réalités, si nous voulons faire comme les Européens le font, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Aucun pays européen, on dira une seule langue. Ils ont plusieurs langues, mais c'est la volonté de pouvoir travailler cette langue pour qu'on en arrive. Maintenant, on arrive au niveau de votre question par rapport à l'agriculture. Mais écoutez, lorsqu'on est dans un pays, la première des choses à faire, c'est de voir quelles sont nos potentialités. J'ai dit quelles sont nos potentialités. Dites-nous quelles sont nos potentialités agricoles. Du sud au nord. J'ai dit bien du sud au nord. Regardez tout ce que nous avons comme chance. Dans la partie méridionale, on a près de combien de saisons? J'ai dit on peut travailler dans notre pays là, du 1er janvier au 31 décembre, sans être inquiété de quoi que ce soit. Il suffit d'avoir la volonté politique pour investir. Même pendant, j'ai dit bien, même pendant l'harmattan, vous avez vu au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez, qui est beaucoup plus désertique, allez voir tout ce qu'il y a comme étendu, comme les barrages et tout ça. Donc, c'est l'agriculture qu'il faut d'abord nos potentialités, c'est l'agriculture. Oui. Sur l'ensemble du territoire national. Regardez, nos climats nous permettent de cultiver n'importe quelle variété. J'ai dit bien n'importe quelle variété. Et c'est sur ça qu'il faut... petite saison. Donc, ça, c'est un. Voilà. 1, 2. Mais si vous travaillez, si vous produisez et que vous ne consommez pas ce que vous produisez, et si vous faites par rapport aux autres et vous voulez vous développer, je vous donne par exemple l'exemple des États-Unis. Les États-Unis sont des consommateurs de leurs propres produits au moins jusqu'à hauteur de 95%. Et les 5% qui restent là, c'est ça qui constitue près de 20% du commerce mondial. Ça veut dire que si vous vous entendez pour boycotter le produit américain, vous n'aurez boycotté que 5%. Ils vont continuer par se développer. Donc ce sont des leçons comme ça en tant qu'intellectuel lorsqu'on en arriverait à amener, à revoir une vision de développement. Ce n'est pas lorsque le Béninois va se comporter comme le Français, comme l'Américain et tout ça, qu'il est développé à travers nos comportements. Vous voyez, à travers nos comportements. Tout ce que nous avons là, les tenues, les tissus. Regardez comment nous nous portons. Eux, ils ont leurs conditions climatiques. Nous aussi, nous n'avons pas les mêmes conditions climatiques. Comment vous voulez-vous qu'on puisse avoir les mêmes habitudes vestimentaires? Donc, nos mêmes ressources encore, c'est là, on va encore agoutir. Donc, s'il faut consommer ce qu'on produit, produire ce qu'on consomme.
et le surplus à l'extérieur. Je n'ai pas fini. Les quantités de pommes de terre. Oui, est-ce que vous voyez aujourd'hui, quand on dit frites. Non, j'ai dit frites, là, c'est quoi? C'est la pomme de terre, non? Oui. Dans notre pays, j'ai dit la seule vallée du Niger, là, la commune de Karimama et de Malawi, seule, je vis, n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins de consommation en pommes de terre et même vendre à l'extérieur. Mais si c'est à Karimama, la pomme de Karimama, on parle c'est Karimama. Mais on préfère dire que ça vient de la Belgique, ça vient de la France. Voilà aussi mentalement, il faudrait que nous corrigions, n'est-ce pas, notre vision de ce développement en question par rapport à notre consommation, par rapport à notre mode vestimentaire, par rapport à un certain nombre de titres. Et ça, c'est en se référant à notre culture. Soyons fiers de ce que nous sommes. Je me retourne vers vous, Claude Azalou-Tingbe. Et vous êtes agronome. Bien sûr. Voilà les propos, les arguments du professeur Léon Biabikou. Oui, il a tout à fait raison. Je vais donner l'exemple de la Chine. La Chine, par exemple, et le Dahomey, ainsi que les autres pays, on était sur le même palier. Des pays pauvres, très pauvres. Il a fallu que la Chine se base sur deux choses. La première chose dont on a déjà parlé, la culture. Et la deuxième chose a été l'agriculture. C'est ça. La Chine a effectivement travaillé sur l'agriculture. Aujourd'hui, juste 30 ans, ils ne sont plus notre égal. Non, pas du tout. Ils sont devenus une première puissance. Donc, le Bénin, oui, en agronomie, a assez de ressources, un bon réseau hydrographique, de bons sols, un climat tropical qui fait qu'aujourd'hui, nous avons le monopole. Si, en fait, tous les continents nous ferment la porte, l'Afrique est le seul continent qui peut survivre en réalité, à cause de ces conditions tropicales et de ces sols-là que nous avons. Mais il faut dire qu'il faudrait que, pour que le développement y aille, nous creusons davantage. Il faudrait que nous ouvrons davantage le couloir entre la politique qui gère le développement et la science et les sciences agricoles. Parce que nous rédigeons beaucoup d'articles, nous faisons beaucoup de travaux, mais combien sont véritablement exploités? Opérationnalisés, j'ai dit opérationnalisés sur le terrain. Vous voyez, dans la période révolutionnaire, le président Kérékou avait fait de l'agriculture un de ses leviers. Il a travaillé, ils ont installé des périmètres hydro-agricoles parce que l'un des problèmes, l'une des difficultés chez nous au Bénin en agriculture, c'est la variation climatique. Parfois, la pluie fait un faux départ, elle démarre, quelques semaines après, elle s'arrête. Vous la retrouvez et on ne fait rien pour pouvoir emmagasiner l'eau et tout ça. Et dans le temps, les premiers périmètres ont été installés pendant la sécheresse. Et ça fait que dès que les pluies ont commencé plus tard, il y a eu une inondation. Les périmètres ont été bousillés. Donc, il y a aujourd'hui surtout cet aspect de climat qu'il faut essayer de maîtriser. Comment on va maîtriser cet aspect? C'est en renforçant les financements sur les systèmes d'irrigation. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Surtout qu'on parle de destruction de couches d'ozone par-ci, variation climatique par-là. Il faudrait que dans l'agriculture, nous intensifions nos efforts financiers et techniques sur l'irrigation pour pouvoir nous intéresser à beaucoup d'autres cultures comme la pomme de terre dont le professeur a parlé, comme le poivre qui est une espèce très importante et économiquement très forte, comme Aroé, Garcinia cola, dont les graines, dont les extraits chimiques, biochimiques interviennent dans beaucoup de produits pharmaceutiques et les Chinois, les autres, les Européens et autres qui n'ont pas cette capacité-là, qui n'ont pas cette faveur de cultiver de telles espèces dans leur pays, viennent en Afrique, surtout dans certains pays comme le Cameroun, en chercher. Alors qu'au Bénin, nous avons notre variété d'Aroé. Moi, j'ai par exemple travaillé sur les Aroé. Nous avons par exemple ça. Et il faudrait que nous nous intéressions plus, nos décideurs politiques s'intéressent davantage encore à ces cultures-là qui peuvent nous sortir en fait de cette pauvreté. Quand on va vraiment mettre tous ces efforts ensemble, je suis sûr que notre niveau de développement va encore plus évoluer et le panier de la ménagère, comme on est en train de le dire, va beaucoup plus encore s'alléger. Enfin, nos populations auront beaucoup plus de facilité à se procurer les produits de première nécessité. Aujourd'hui, ce défaut fait que même aller à l'hôpital, il y a des populations qui réfléchissent à deux fois parce que c'est cher. Donc, il faudrait toucher ce volet agricole encore davantage. Je remercie encore, en tout cas, le gouvernement qui fait, depuis 2016, un effort considérable. Ça, il faut le dire. Ils font vraiment du concret dans ce sens. Il faut juste améliorer, évoluer davantage et s'intéresser encore plus aux travaux scientifiques
qui se déroulent à l'université, à la FSA, à l'UNA, un peu partout, pour que nous nous intéressions encore davantage à ces cultures-là qui vont nous faire sortir de la pauvreté, qui vont nous permettre de vendre des choses aux Européens, aux Chinois, aux Américains, pour accroître en fait la valeur ajoutée de manière économique dans notre pays. Si en 2021, le Bénin a réussi à atteindre un taux de croissance de 7,2%, alors qu'ils n'ont pas actionné sur ces leviers de développement dont nous parlons sur ce plateau, cela ne veut pas dire que nous avons de potentialité à aller loin. Et j'ai dit surtout bien, avec la volonté du gouvernement en place. Bénin, si c'est potentialité, nous avons les potentialités. La seule chose qui nous manque, c'est la volonté. J'ai dit bien, c'est la volonté claire et nette. La nature nous a tout donné. Et ne peut-on pas parler de priorités, les priorités? D'abord, potentialité et des priorités. C'est lorsque vous-même, d'abord, vous avez réglé votre problème de vision de ce que vous voulez être, de comment vous voulez être, que vous avez dit, vous donnez des priorités. Quand vous êtes là dans une sorte d'embrouillamini, vous ne savez pas quoi, et on a les yeux rivés sur ce qui se fait à l'extérieur. Quelle priorité? D'autres, leur priorité, c'est de se comporter comme les Européens chez nous. Donc, c'est d'abord question de vision. Nous voulons être quoi? Quelle est notre vision? Quelle est notre vision de développement? Nous devons prioriser le local. On doit consommer local nécessairement. Sur tous les plans. J'ai dit, mais absolument. Techniquement parlant, s'il n'a pas ces maîtrises-là, si c'est des trucs, si c'est des connaissances abstraites, générales, là, ça ne donne rien par rapport au développement. C'est en cela que le décideur, j'ai dit bien le décideur, qui est le gouvernement, le décideur ne peut pas prendre de bonnes décisions si réellement il ignore le travail que les chercheurs, les spécialistes font. Ça, c'est vrai, les thèses que nous soutenons là, les mémoires que nous soutenons là, les masters il y en a en pagaille. Je suis secrétaire général, ancien secrétaire général de l'UNED, et j'ai fait toute ma carrière, 40 ans, dans l'éducation secondaire et supérieure. Donc, le problème d'abord, par rapport à notre développement, il faut qu'il y ait un rapport étroit entre que le décideur écoute, n'est-ce pas, le scientifique, sinon ça n'ira nulle part. En dehors de ça, il faudrait que le décideur et le scientifique, maintenant, et les populations, les former dans ce sens-là, par rapport, depuis la maternelle jusqu'au supérieur, il faudrait qu'on en arrive à ce que vraiment, chaque Béninois, lorsqu'il a été à l'école, qu'on n'attende pas seulement la fonction publique. Combien de gens la fonction publique va prendre chaque année par rapport au nombre de diplômés que nous sortons de façon industrielle? Je me rappelle bien, un économiste américain est venu au Bénin en 1980. Il dit ce qu'il nous faut par rapport à notre niveau, ce qu'il nous faut, c'est 10 économistes bien formés, 10 par an, pendant 10 ans. Combien d'économies nous sortons chaque année? Et ils font quoi? Ce n'est pas eux qui font les émigrants, ce n'est pas eux qui font ceci. Donc, c'est des questions de vision. Donc, la vision du développement, c'est d'abord par rapport à ce que nous voulons être et quels sont les leviers sur lesquels nous voulons mettre l'accent pour atteindre ces objectifs-là. Oui. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train déjà de voir loin en créant des lycées agricoles? Oui, tout à fait. Exactement. Et ça, il faut le reconnaître au président Patrice Talon. Moi, je me suis dit qu'il aurait fait de la sociologie, notamment de la prospective. Parce qu'en fait, il voit beaucoup loin et il planifie très loin. Il a déjà vu juste en renversant en fait cette tendance, en créant des lycées techniques, pour que déjà au moins, de manière technique, on puisse créer des choses. Parce que quand même, ça fait 62 ans. On ne peut pas créer d'ordinateur au Bénin. On ne peut pas créer de portable au Bénin. On ne peut pas créer de voiture au Bénin, ni de moto, ni de vélo. C'est pas possible. Mais on peut monter, on peut monter. Oui, on peut monter, mais on peut créer. On peut créer. C'est pour ça que le président Talon a initié, par exemple, ces lycées techniques et a initié aussi l'Université de l'innovation pour qu'au moins ce départ puisse prendre, même s'il n'est plus là plus tard, qu'au moins les gouvernements qui vont se succéder, et là ça appelle encore un autre problème politique plus tard, les gouvernements qui vont se succéder puissent continuer ce relais-là pour que après le Bénin ne soit plus un pays consommateur simple, mais aussi un pays vraiment producteur. Le professeur parlait tout à l'heure de consommation local. J'étais allé dans un supermarché, j'ai trouvé un Béninois qui a pris par exemple un jus de fruits, made in Bénin, qui a déposé
et qui allait chercher Made in Paris, par exemple. Et vous étiez en train de l'observer? J'étais en train de l'observer et subitement, il y a un Français qui était passé par là, qui a vu les 2 jus, il a pris Made in Benin parce qu'il sait que c'est du bio. Il sait que ça, c'est anticancérigène. Il sait que ça, là, ça va lui faire du bien. Donc, il y a cette question de mentalité qu'il faut qu'on change. Est-ce que le développement ne passe pas alors par également le capital humain? Il ne faudrait pas travailler sur le capital humain. La façon de penser, de voir les choses. C'est ce qu'on vient de dire tantôt. Ce capital humain là, c'est à travers l'éducation, non? Quel est notre système éducatif? Est-ce que le système éducatif que nous avons, est-ce que ça permet justement d'aller dans le sens de ce que nous disons là? Oui, la sensibilisation. La sensibilisation qui va le faire, c'est nous-mêmes. Et à travers des familles, à travers notre système éducatif, qu'il faut revoir de fond en comble nos programmes de formation. Et ça, on ne peut pas le réaliser sans qu'on ait la vision claire et nette de ce que nous voulons faire. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, si on dit autosuffisance alimentaire, ce n'est pas un vain mot. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Tel aspect. Donc, domaine par domaine, et on forme des gens en conséquence. D'où toujours la révision de notre système au niveau de l'université, vous voyez, au niveau de tout ce que nous avons comme vocal. On en arrive, on dit, bon, c'est un commerce, c'est cela, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Non, il faut voir tout le travail de recherche qu'on fait, les résultats qu'on trouve là, quelle exploitation on en fait. Hein? Les thèses que nous soutenons là, parce que c'est du concret, quelle exploitation on en fait. C'est ce qui nous interpelle à tous les niveaux. Oui, c'est très important. Vous savez, l'endoculturation ne marche plus aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus écouter les anciens, les vieux. Donc, pour pouvoir renverser cette tendance, pour avoir une meilleure qualité de capital humain, il faudrait passer par le système éducatif. Parce que là, au moins, les gens vont faire une matière, par exemple, comme la culture, la morale et autres, et vont composer. Parce qu'ils doivent composer, ils seront obligés de se socialiser à ces valeurs-là pour que ce capital humain, cette mentalité revienne. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas le capital humain dahomien, ça. La dépravation des mœurs, même le détournement de biens publics, ça, ce n'est pas le capital humain dahomien. Il faudrait qu'on revienne encore à ça, en réalité. Et je veux prendre un exemple très, très simple. Regardez, lorsqu'on a le système des prisons, quand on a institué les prisons, c'était pourquoi? C'est pour en arriver justement à ce que les citoyennes et les citoyens deviennent sur le plan de la moralité et tout. Bon, dites-moi, dans notre pays là, j'ai dit dans notre pays, puisque nous parlons de notre pays, dites-moi combien de prisons ont été fermées dans notre pays, dites-moi. 1. 2. Avant que les plans n'arrivent là, est-ce qu'il y avait des systèmes de prison dans notre système culturel? Non. Donc ça veut dire que c'est le nombre de prisons qui augmente, alors que l'objectif des prisons, ce n'est pas d'augmenter les délinquances. C'est de diminuer. C'est de diminuer. Donc le système est mauvais, alors on maintient ça. Dans nos royaumes là, malgré tout ce qu'on reprend dans nos royaumes, est-ce qu'il n'y avait pas de voleurs? Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui enfreignaient aux lois de la société? Mais c'est la manière dont on règle ces problèmes-là. On n'a pas besoin de construire une prison pour dire le main là, pour régler tout ça là. Donc c'est des questions de fond qui nous interpellent par rapport à nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit, quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous voulons être nous-mêmes là, dans notre système d'amélioration des conditions de vie? Aussi simple que ça. Et non, ce que les autres ont fait, ont vu pour nous, sans nous et donc contre nous. Alors, Claude Azaroutingbe, je pense quand même que nous avons essayé de balayer un peu les questions, les défis à relever pour que déjà nous puissions atteindre l'objectif du développement. Aujourd'hui, il existe un plan national de développement qui pourrait nous y aider sur tous les plans économiques et autres. Et nous allons commencer par tirer les conclusions. Oui, il faut dire d'abord, déjà quand on voit un peu la croissance économique du Bénin, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts déjà dans ce sens. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens.
et améliorer davantage les choses. J'aimerais quand même parler d'une question un peu politique. Allez-y. Je pense que pour actionner, pour véritablement atteindre aussi ce développement, il faut également démocratiser davantage non seulement nos sociétés, mais nos partis politiques. C'est ça. Vous savez, en 90, on avait eu 200 et quelques, enfin, des centaines de partis politiques. Avant de revenir maintenant au regroupement qui va nous permettre d'avoir 2 grands partis, mais on n'y arrive pas encore. Oui, mais il faut d'abord louer cette idée en fait du président Patrice Talon, parce que la démocratie qu'on essaye de copier, c'est la démocratie américaine. Il y a combien de partis qui élisent leur chef d'État? Avant, en fait, c'est pour dire quoi? Cet effort que le président Talon a fait, non seulement a mis fin aux crises identitaires. D'abord, il y avait des crises identitaires liées au découpage territorial. Et quand le président Talon est venu, il a réglé ce problème d'abord à travers ce découpage territorial. Et ensuite, le regroupement des partis politiques a permis aussi de mettre d'une certaine manière une fin à ces crises identitaires. Nous n'avons plus aujourd'hui des partis tribalistes. Nous avons des partis qui sont suffisamment forts. Au moins, on peut citer 2 partis de la mouvance aujourd'hui, 2 partis de l'opposition, qui font, en tout cas, qui prennent en compte presque toutes les communes. Et ça, c'est important. Et je pense que sur les plans de développement, il faudrait que dans chaque parti politique, il faudrait que les gens démocratisent davantage encore la vision. Il faudrait que ça ne soit plus seulement la volonté d'un seul leader qui dirige ou qui impose son système de gouvernance, mais il faudrait aussi que, à l'intérieur, qu'on forme dans les partis politiques des think tanks de manière à ce que les gens, les membres puissent également exprimer leur modèle de gouvernance pour que de manière démocratique, les gens puissent savoir en fait ce qu'on va faire sur le plan général. Je pense qu'en faisant cela de plus en plus, nous allons harmoniser le développement. Parce que si on se base sur la culture, on réussit à ce niveau. Et également, on réussit au niveau agricole. Il faut maintenant le niveau politique qui va se charger en réalité de bien faire le travail. Sinon, ce serait encore en fait peine perdue sur ce plan. Ce sera peine perdue sur ce plan. Professeur, vous avez un mot à ajouter avant qu'on ne commence par vous demander votre mot de fin. Avant de m'intéresser à la politique, moi, je suis mis dans ma tête, j'ai dit, tant que je n'ai pas un minimum de niveau intellectuel, je ne vais pas m'intéresser à la politique. Donc, c'est quand j'ai fini avec ma thèse en 1987, qu'à partir de 1988, que j'ai commencé par m'intéresser à la politique. Et j'ai des publications. Et en faisant quoi? Il faut d'abord connaître d'où nous venons, du point de vue politique. Et ça fait que les questions que les gens ne voudraient pas aborder, sont ces questions-là que moi j'abordais. Avec des menaces. Et moi, j'ai des écrits. Vous en parlez tout à l'heure. Il y a un certain nombre. Tout ce qui s'est passé en 63, en 64, en 81, tout ce qui s'est passé comme événement politique dans notre pays, j'ai des écrits, j'ai des publications. Et non seulement ça, je prenais soin du président qui est au pouvoir de lui envoyer ce que je sortais comme document. Donc voilà pourquoi ce qu'il dit. Je peux même encore vous montrer tout ce que, quand on était avec plus de 200 partis politiques et tout ça, ce que moi, personnellement, j'avais écrit contre tout ça. J'ai dit, avec ça, le pays n'ira nulle part. Non, je l'ai écrit. Et c'est quoi là? C'est pour cela que on peut partir, mais les écrits restent. Donc, quand j'ai connu jusqu'au nom dit des citations politiques de notre pays, j'ai dit, bon, maintenant, alors, donc, pour aller dans le sens de à peu près ce qu'il dit, c'est que le système qui a été mis en place pour pouvoir réduire le nombre. C'est pour en arriver à quoi? Un système qui permet, n'est-ce pas, à toutes les communautés de se retrouver. Parce que le problème n'est pas seulement qui n'appartient pas à une communauté. C'est ça. Et qui ne peut pas être fier d'être de sa communauté. Si quelqu'un n'est pas fier de sa communauté, ça veut dire qu'il ne faut pas collaborer avec celui-là. Oui, personne n'a choisi sa communauté. C'est ça. Or, chaque individu à l'intérieur de la communauté, chaque individu est unique à son genre. Oui. Ça, c'est le secret du créateur, ça. Alors, la première leçon à tirer de ça, c'est que aucun individu ne peut être tout seul. Collaboration et tout. Donc, un système qui permet, n'est-ce pas, à l'ensemble des communautés, quelle que soit leur taille, à pouvoir participer à la vie du pays. Et c'est en cela que la réduction, j'ai écrit en tant qu'individu et tout ça, c'est ma vision et tout. Ça peut être critiqué et tout, et c'est là. Mais lorsque on a pris une décision, une loi claire et nette,
pour dire désormais, parce que jusque-là, Patrice Talon a voulu combattre un certain nombre de comportements, à savoir que la tour de corruption, de ceci, cela, désormais, il y aura financement. Donc là où moi, je l'ai souvent dit, une fois qu'on a mis en place un nouveau système, pour dire ceux qui remplissent les conditions, là, voilà, là-bas, voilà, et ceux qui remplissent les conditions, ils doivent avoir nécessairement un niveau de même traitement, et la différence se fera la manière, n'est-ce pas, dont on obtient des résultats. C'est le seul élément. Sinon, l'idée même de réduire le nombre de partis politiques, moi j'ai dit, c'est là, c'est écrit. Mais dès qu'on a dit, voilà, il faut ceux qui ont rempli telle condition, donc la base, c'est que chacun doit avoir quelque chose par rapport à ça. La différence se fera au niveau des résultats. C'est tout ce que moi j'ai à dire par rapport à cela. Claude Azali-Tingoué, on n'a pas évoqué les questions sociales. Pour aller au développement, il faut régler les questions d'électricité, les questions d'eau et d'autres questions. Oui, et déjà, vous avez remarqué qu'avant 2016, on était vraiment dans des soucis d'électricité énormes, des délestages qui duraient des jours, je m'en souviens en tout cas. Aujourd'hui, j'en ai vécu énormément, au désarroi de toute la communauté. Et aujourd'hui, on a vu quand même une grande différence. On a vu des efforts dans le sens de l'électricité. Franchement, il faut les féliciter. Avec même l'inauguration, franchement, d'une nouvelle centrale photovoltaïque, c'est formidable. Ça, il faut, à tout seigneur, tout honneur, il faut leur dire félicitations par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas aussi se développer sans électricité. On ne peut pas se développer sans l'eau également. Et donc, le gouvernement de Patrice Talon s'est vraiment concentré également sur ces deux secteurs. On ne peut pas se développer aussi sans régler les problèmes d'emploi, l'employabilité des jeunes sans régler ces problèmes. Et à travers, par exemple, cette zone industrielle érigée à Glodjibé, c'est pour offrir des emplois. C'est pour offrir des emplois, non seulement pour les citoyens, c'est pour offrir aussi de la valeur ajoutée dans le pays. C'est vrai, vous savez, la question de pauvreté, toutes ces questions se gèrent petit à petit. C'est un processus. Tous les problèmes, malheureusement, ne pourront pas être réglés en même temps. Donc, déjà, le problème de l'électricité est en train de partir petit à petit. Le problème de l'eau également est en train de partir. Le problème de l'emploi, il a fait des efforts, mais il en reste beaucoup à faire. Ça, il faut le dire, il en reste beaucoup à faire. Je pense que petit à petit, ça va se faire. Et déjà, le climat que le président Patrice Talon a créé sur le plan numérique est important pour créer beaucoup de start-up, beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, le numérique est le futur du développement. Il faut qu'on se le dise. Même en agronomie, en agriculture, nous sommes obligés d'aller aussi au numérique pour pouvoir faire développer encore nos pratiques, nos théories et autres. Donc, ça là, il est en train vraiment d'aménager des climats pour que de ces climats-là émergent beaucoup d'emplois demain. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu encore plus de patience. C'est vrai que c'est difficile parce qu'au même moment, beaucoup, en tout cas de citoyens, souffrent également. Mais je pense qu'on ne peut pas vouloir la même chose et son contraire. On est obligé d'être un peu patient et d'accompagner aussi ses volontés, de faire aussi de l'entrepreneuriat parce qu'il a mis en place quand même un système. Même si les systèmes ne sont pas encore parfaits, il y a par exemple le programme agricole FNDA, par exemple, qui accompagne, donc le temps est fini. Presque. Donc voilà, il faudrait qu'on aille dans ce sens. Je voulais finir aussi par la question, en guise de votre mot de fin. Par la question économique, on ne peut pas parler d'économie sans parler de la monnaie. Si en 1960, on a fait une décolonisation, ou tout au moins un début de décolonisation, pourquoi une monnaie de la période coloniale se retrouve toujours en 2022, le franc CFA, pendant que la France a eu le temps elle-même de changer les monnaies. On voit des exemples comme le Nigeria qui a sa propre monnaie, qui sait réguler le marché, qui sait diminuer ou augmenter en fait sa monnaie en fonction des besoins urgents. Donc, l'union monétaire se pose sur la question. Oui, on a entendu parler d'éco, on nous avait dit que ça allait venir en 2020, que ça allait s'acter en 2022. Bon, je ne sais pas, peut-être la crise de Covid et la crise ukrainienne a fait qu'on n'en a plus entendu parler. J'aimerais quand même humblement que nos dirigeants ainsi que les dirigeants français aussi remettent encore cette question sur la table pour une plus grande négociation, pour une plus grande décolonisation. Merci. Professeur, votre mot de la fin. Non, c'est très simple. Et sur ce qu'il vient de dire là, il dit, c'est nous-mêmes béninois là, qui allons nous asseoir pour dire ce que nous voulons être, comment nous voulons être vus
comment nous voulons être vus et comment nous pouvons le faire et qui va faire quoi. Et c'est en cela que les différents régimes qui se succèdent, ils ont leurs points forts et leurs points faibles. Donc ce qu'il faut condamner, c'est de pas dire non, tel régime est venu, il n'a rien fait. Mais on est au moins vivant. On n'a pas connu la guerre et tout ça. Parce qu'au moment où nous on a commencé, mais le gouvernement s'est arrêté à Boycon. J'ai dit à Boycon, à partir de Boycon, jusqu'à Malawi, là-bas, il n'y a pas de goudron. Donc, ça veut dire à chaque régime, par rapport à la durée, par rapport au temps dont le régime a profité, il a fait quand même quelque chose. Mais il faudrait toujours dire, dans ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a été bien, qu'il faut continuer par renforcer, qu'est-ce qui a été pas bien fait et qu'il faut changer, et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là, je dis, pour nous, en termes justement de conclusion, puisque vous avez dit au mot de fin, nous avons... 5 secondes. En 5 secondes. Vous avez vu qu'est-ce qu'on dit dans notre devise? Fraternité, justice, travail. On ne peut aller nulle part si notre préoccupation n'est pas d'opérationnaliser notre devise, à savoir fraternité, justice, travail. Le regard, c'est ça qui doit pouvoir changer le regard du Béninois, quelle que soit la communauté à laquelle il appartient. Professeur, merci d'être venu sur ce plateau pour éclairer l'antenne des téléspectateurs, pour aider notre pays à aller vers le développement. 62 ans d'indépendance. Que faire pour le développement du Bénin? Vous avez certainement suivi ce débat avec en plateau mes deux invités, Claude Azalou Tingbe. Merci d'être venu pour apporter votre contribution à la pierre, à la construction de notre pays. On espère que les décideurs nous ont suivis. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de nous avoir invités. Honorable Bani Léon Biobigou, vous êtes professeur titulaire de géographie humaine des universités CAMES. Vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite. Grand croix de l'Ordre national du Bénin. Merci d'être venu. Non, mais c'est un devoir. Si on peut vraiment être sensible par rapport à l'avenir, il faudrait que les générations à venir trouvent des conditions meilleures à celles que nous avons connues. On espère trouver les conditions meilleures, madame, messieurs, par rapport à celles que nous, les autres, avions connues et que nous connaissons aujourd'hui pour nos générations futures. On l'espère également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et une fois encore, bonne fête de l'indépendance et que vive le développement du Bénin. À très bientôt.